Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Caméra Mosaïque. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 avril 2024. Nous allons parler de l'actualité au Moyen-Orient. Maladie sida continue à faire ravage. Il a déjà tué 40,4 millions de monde dans le monde entier. Mais, avec progrès la science, maladie ça en bas code jodi. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en décembre 2022, il y a 39 millions de monde qui vivent avec sida. Les maladies a été fait commencer, c'était une sentence pour la mort. Jodi a, sida c'est une maladie chronique, tant que diabète et tension, parce que il y a un remède pour contrôler sida. Médicaments pour sida diminuent quantité virus et niveau activité virus à gagner dans commune. Si test HIV ou positif, ça pas veut dire ou gen sida, mais ça veut dire ou en route pour développer maladie sida. Si vous prenez un remède régulièrement, le virus devient indétectable et puis il devient intransmissible. En anglais, on dit undetectable equal untransmissible. Ça veut dire you equal you. En créole, il fait indétectable égale intransmissible. So nous-mêmes, nous dit 1 égale 1. Remède a diminué le risque au gagné pour développer maladie sida. Yo pas qu'à détecter gène dans le sang. Ça veut dire ou pas qu'à passer gène dans l'autre monde. Haïtiens, mes frères, yon de l'autre, on nous bloque sida. Professeur Nouman Raboudi, merci d'avoir répondu à l'invitation de Caméra Mosaïque pour participer à cette émission, pour entamer notre entretien ce matin. Quelle a été votre réaction d'expert en apprenant cette attaque inédite de l'Iran contre Israël le samedi 13 avril dernier? C'était quelque chose d'attendu, vu que les Israéliens, en attaquant le consulat iranien à Damas en Syrie, ils ont en quelque sorte pour la première fois attaqué directement quelque chose qui est considéré bien évidemment selon le droit international, mais aussi selon l'habitude, on va dire, politique qui gère les rapports internationaux. C'est une attaque qui est considérée comme le territoire iranien. Donc nous sommes en réalité... nous ne sommes pas face seulement à une seule première, c'est-à-dire l'attaque de l'Iran directe sur l'État d'Israël, mais il y a aussi une première parce que il y a une attaque, disons, militaire ou du matériel militaire, c'est-à-dire les avions de chasse, ont été utilisés pour attaquer un endroit considéré par les Iraniens, mais aussi, comme je vous l'ai dit, par la politique ou par la culture politique internationale comme un territoire iranien. Donc, dans les deux cas, nous sommes face à une première et c'était, à mon avis, c'était prévisible. Ce qui s'est passé le 13 était parfaitement prévisible. Les Iraniens ne l'ont pas caché, mais ça relevait plutôt du symbolique qu'une véritable réponse. Et on va revenir à tout cela au fur et à mesure de vos questions. Professeur Raboudi, qu'espère exactement l'Iran à travers cette riposte armée? Est-ce qu'il y a un message que veulent passer les mollahs en poste à Téhéran? Ah, ça c'est une très belle question. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, la réponse iranienne relevait plutôt du symbolique qu'une véritable attaque, parce que les Iraniens ont utilisé les armes les plus faibles et les armes qui étaient faciles à neutraliser. Bon,
c'est quoi le message derrière cela? Le message est clair, c'est plutôt un message qui doit être lu sous un angle géostratégique, beaucoup plus sous un angle de tactique militaire. Parce que les Iraniens, en envoyant ces drones et ces missiles, ils savaient très bien que les Israéliens, mais aussi leurs alliés américains et européens, avaient les moyens de le neutraliser. Donc le message était plutôt politique et géopolitique, si vous voulez aussi géostratégique, c'est-à-dire c'était tout simplement, il ne faut pas changer les règles de la confrontation, parce que jusqu'à maintenant, le conflit entre l'Irak et Israël était plutôt une guerre de proxy, c'est-à-dire les Iraniens utilisent leurs alliés dans la région pour narguer Israël, et Israël se contente par attaquer les Iraniens en éliminant certains de leurs spécialistes de technologie nucléaire ou en essayant de court-circuiter certaines de leurs installations nucléaires. Mais il n'y a jamais eu une confrontation directe comme cela où des avions militaires israéliens ont attaqué un territoire iranien. Donc le message était tout simplement pour rétablir les règles de confrontation non directe qui a toujours jusqu'à maintenant géré le rapport entre l'Iran et Israël. Et dans cela, il y avait un message, vous savez très bien, vous avez attaqué notre territoire, nous sommes capables de vous attaquer à partir de notre territoire. Et bien évidemment, les Iraniens n'ont pas envoyé des armes qui peuvent être des armes quand même assez nuisibles pour Israël, afin de ne pas rentrer dans une logique d'escalade, parce qu'en réalité, personne, mis à part le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en réalité, il n'y a aucun acteur dans la région, ni bien évidemment les États-Unis, ne veulent s'engager dans une escalade dans cette région-là. En quelque sorte, mis à part malheureusement les fanatiques qui ont détourné la démocratie israélienne actuellement, il n'y a aucun qui cherche une confrontation régionale. Mais le risque reste quand même assez haut et il suffit juste d'un geste mal calculé, comme celui que les Israéliens ont commis le 1er avril, pour qu'une guerre généralisée explose. Et vous savez, cette région-là, là, elle attend tout simplement une étincelle. Il suffit d'une petite étincelle et il va y avoir une guerre d'anéantissement. Et ça va être une guerre généralisée et elle va échapper certainement à tout contrôle. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que tout le monde sera perdant. Professeur Raboudi, vous avez expliqué que l'attaque iranienne, la riposte iranienne du 13 avril dernier était symbolique. Existerait-il des dynamiques géopolitiques sous-jacentes qui auraient pu influencer la décision de l'Iran de choisir cette réponse calculée, pas trop musclée? C'est tout simplement le rapport de force. Vous savez, les Iraniens sont des radicaux, mais ils ne sont pas des imbéciles. Oui, ils sont des fanatiques, mais ils ne sont pas des sots. C'est-à-dire, ils savent très bien que pour l'instant, leur puissance militaire ne peut pas être comparée à la puissance militaire, je dirais pas israélienne, mais plutôt des États qui protègent Israël. Donc, et s'engager dans un conflit ou dans une opération militaire qui pourrait faire du mal à Israël aurait certainement des conséquences militaires que probablement l'Iran, vu sa situation militaire actuelle et vu l'absence pour l'instant en tout cas, parce que les Iraniens apparemment cherchent à l'avoir, c'est-à-dire vu l'absence de la dissuasion nucléaire, ils savent très bien s'ils avaient engagé une opération qui pourrait être destructrice ou trop ou peu calculée, ça pourrait avoir des conséquences quand même assez sérieuses. Et les Iraniens n'ont pas la capacité, pour l'instant en tout cas, militaire, pour affronter une riposte américaine qui pourrait être quand même très violente pour protéger Israël. Donc, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt un geste symbolique, c'était un message qui ne devrait pas, à mon avis, être lu selon les approches de la tactique militaire. C'est plutôt un message géopolitique, c'est plutôt un message politique, c'est plutôt un message géostratégique. C'est tout simplement un rappel aux Israéliens
que nous pouvons vous attaquer, et si nous sommes pris, si nous sommes obligés de le faire, on va le faire, et comme vous le voyez, nous avons le matériel qui peut atteindre votre territoire. Mais comme je vous l'ai dit, c'était un geste très calculé pour ne pas s'engager dans une escalade qui peut échapper à tout contrôle. Vous savez, le Moyen-Orient, c'est une poudrière. C'est une poudrière. Et à tout moment, elle peut exploser. Et il suffit d'une petite étincelle et il va y avoir des guerres d'anéantissement et que personne ne peut gagner. Parce que quand même, c'est vrai que les Israéliens, avec leurs alliés occidentaux, sont très avantagés en termes de technique militaire. Mais de l'autre côté aussi, il ne faut pas sous-estimer la détermination des courants, des groupes, des États hostiles à Israël. Ils ont la détermination pour se battre. Ils ont quand même aussi des moyens militaires qui ne sont pas négligeables. Il ne faut pas oublier non plus que derrière eux, il y a la Russie et la Chine qui ont intérêt aussi à soutenir les forces anti-occidentales au Moyen-Orient parce qu'eux aussi cherchent à évincer les forces occidentales, particulièrement américaines du Moyen-Orient. Donc, comme vous le voyez, nous sommes face à une situation explosive et les acteurs locaux ne contrôlent pas à eux-mêmes ou eux seuls les règles du jeu. Il y en a plein d'autres acteurs internationaux qui ont intérêt. Certains parmi eux ont intérêt à voir la région s'embraser, d'autres ont intérêt à voir la région rentrer dans une situation de désescalade. Donc, comme vous le voyez, c'est très compliqué et il faut regarder la situation à partir de l'angle de chaque acteur. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement actuel en Israël, et particulièrement le gouvernement Netanyahou, cherche à attirer les États-Unis dans une guerre au Moyen-Orient. Et heureusement, les stratèges américains l'ont compris. C'est pour cette raison qu'ils ont demandé ou ils ont exigé à Israël de ne pas répondre à l'attaque iranienne. Et pourquoi, selon vous, et professeur Laboudi, l'Iran n'a pas utilisé ses alliés armés, notamment le Hezbollah, juste au sud Liban, pour effectuer cette riposte armée contre Israël? La réponse est toute simple, parce que l'attaque d'Israël était une attaque directe. Donc, pour rétablir l'équilibre de la force dans la confrontation, les stratèges iraniens ont dit il faut une attaque directe. Et d'ailleurs, c'est le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, qui a ordonné que l'attaque devrait être ou devrait partir du territoire iranien pour rétablir les règles de la confrontation traditionnelle. C'est-à-dire, vous avez attaqué un territoire qui est considéré comme un territoire iranien, c'est-à-dire le consulat iranien à Damas. Nous allons vous attaquer votre territoire à partir de notre territoire. Donc, comme vous le voyez, c'est un calcul géostratégique et géopolitique très clair et tout le monde a reçu le message. Et c'est pour cette raison que les Américains poussent vers une accalmie et ils ont fait des pressions sur le gouvernement Netanyahou qui apparemment voulait continuer à nourrir l'escalade. Les Américains ont fait des pressions pour le calmer parce qu'ils savent très bien que les choses pouvaient dégénérer. Donc, pour répondre à votre question, eh bien, tout simplement, c'est une attaque directe qui répond à une autre attaque directe. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si vous venez juste de nous rejoindre, vous êtes sur Caméra Mosaïque, MCTV ici à Boston, dans l'État du Massachusetts, pour ne pas faire d'ennemis. Nous émettons à partir de nos studios ici à Randolph, non pas Boston, dans l'État du Massachusetts. Nous parlons de la situation quelque peu explosive et au Moyen-Orient, et notamment après l'attaque ou bien la riposte de l'Iran le 13 avril dernier contre Israël. Et maintenant, professeur Laboudi, aidez-nous à comprendre l'implication des forces militaires françaises, britanniques et américaines dans la destruction des drones et missiles lancés le samedi 13 avril dernier contre Israël.
Ben, c'est parce que le litige entre, ou disons la confrontation, disons le- la crise qui secoue le, le Moyen-Orient, elle ne consiste pas seulement dans la confrontation entre l'Iran et ses alliés et ses satellites et Israël. Les, euh, les pays sunnites, les pays arabes sunnites, eux aussi ont des problèmes avec l'Iran. Et il y a de l'hostilité entre les deux. Et d'ailleurs, la plupart des pays du Golfe, comme vous le savez, leur sécurité dépend énormément de leurs protecteurs occidentaux et particulièrement américains. Donc, comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'un conflit entre deux pays ou entre deux entités. Il y a plein d'acteurs étatiques et non étatiques qui sont impliqués dans cette région. Et il y a une très grande présence occidentale, militaire et politique dans cette région-là. Et d'ailleurs, un des objectifs des Iraniens et de leurs alliés, mais aussi, ici, je pense qu'il va falloir préciser aussi un autre élément, beaucoup aussi d'opinion publique dans les pays arabes sunnites sont d'accord avec l'Iran que cette présence occidentale, elle doit cesser. C'est-à-dire, l'Iran, même si les régimes sunnites ne sont pas d'accord avec l'Iran, une bonne partie de leurs opinions publiques soutiennent l'Iran. Et ils sont d'accord avec eux que cette présence militaire occidentale doit être évincée. Alors, comme vous le voyez, nous avons un autre niveau de conflit, c'est-à-dire vous avez des régimes qui sont hostiles à l'Iran, mais vous avez des opinions publiques qui sont plus ou moins, ou qui ont plus ou moins de la sympathie à l'Iran, vu le sentiment commun d'hostilité aux puissances occidentales, et particulièrement américaines. Je ne pense pas que je vous apporte quelque chose de nouveau en vous disant que dans la plupart des pays arabes, sunnites ou chiites, peu importe, il y a un très grand sentiment d'hostilité, voire même de haine aux États-Unis à cause de ces politiques considérées par les opinions publiques, une bonne partie des élites arabes, comme très injustes et extrêmement néfastes aux intérêts des pays arabes et des pays musulmans. La Jordanie, l'un des 5 pays de la région du Proche-Orient à reconnaître l'existence de l'État d'Israël, a une population à majorité palestinienne. Missiles et drones ont été abattus dans l'espace aérien jordanien le 13 avril dernier. Professeur Raboudi, peut-on craindre des mouvements de protestation susceptibles de déstabiliser le régime en place à Amman? L'opinion publique jordanienne est extrêmement furieuse contre son propre régime. Mais le régime est lié par des accords de paix avec Israël, hein, mais aussi il ne veut pas non plus être associé à une guerre d'une telle envergure, c'est-à-dire il ne veut pas être mêlé à une confrontation militaire qui pourrait en quelque sorte le dépasser. Donc le régime jordanien est vraiment dans une posture extrêmement difficile. Il est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire il est entre les marteaux des engagements que lui imposent les accords de paix avec Israël, mais il est entre l'enclume aussi de son propre opinion publique, qui, comme toutes les opinions publiques arabes, très hostile à Israël et très hostile aux politiques occidentales dans la région, et très hostile, comme nous l'avons dit, à la présence américaine, particulièrement américaine au Moyen-Orient. Donc, chaque fois qu'on parle des pays arabes, et particulièrement les pays sunnites, il faut toujours considérer une contradiction dans notre analyse. C'est-à-dire les régimes ne sont jamais alignés sur les positions de leur opinion publique. Il y a une coupure totale entre les régimes et leurs opinions publiques. Et c'est une des erreurs que les Occidentaux commettent quand ils se comportent dans cette région-là. Ils font confiance au régime alors que les régimes, en réalité, particulièrement les régimes arabes sunnites, ne représentent rien du tout. Ils n'ont aucune légitimité. Et à tout moment, ils peuvent être déboulonnés par des soulèvements populaires, et c'est ce qui est arrivé en 2011. Et voilà, la Jordanie n'est pas une exception à cette vérité-là. Professeur Raboudi, comment l'attaque iranienne contre Israël
le 13 avril dernier peut influencer des alliances et alignements régionaux? C'est certain que, premièrement, c'est une attaque qui a prouvé que sur le plan tactique, les Iraniens peuvent atteindre le territoire israélien. Et il ne faut pas oublier, ils ont utilisé leurs armes les plus faibles. Ils ont des armes encore beaucoup plus puissantes et beaucoup plus nuisibles que ceux qu'ils ont utilisés. Ça, c'était pas seulement un message à Israël, mais c'était aussi un message à tous les pays hostiles aux politiques iraniennes dans la région, particulièrement les pays du Golfe arabo-persique, qui ont de vrais contentions avec l'Iran. Donc, c'est certain que ces pays-là vont être très inquiets et ils vont certainement continuer à essayer de trouver de la protection ou auprès des Américains ou auprès d'autres. Et nous allons certainement, pendant les années à venir, nous allons certainement assister à une course d'armement dans cette région-là. Tout le monde s'arme dans cette région-là. C'est pour cette raison que je vous ai dit que c'est une poudrière. Et il suffit d'une petite étincelle, d'un geste mal calculé, et nous allons nous engager dans une guerre d'anéantissement et qui peut échapper à tout contrôle. Les gens là-bas, ils sont chauffés à blanc. Tout le monde déteste tout le monde et tout le monde n'a pas ou n'a aucune ouverture à reconnaître le droit de l'autre à exister. Et ce n'est pas les conflits, ce n'est pas les contentieux territoriaux ou identitaires ou de toutes sortes là qui manquent. Le Moyen-Orient, à mon avis, dans les prochaines décennies, là, il va y avoir une guerre quand même assez grave. Et je pourrais même vous dire, et j'espère que ça ne va jamais arriver, et malheureusement, comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas moi qui ai fait le monde. J'essaie juste de vous aider à le comprendre. Mais s'il y a une guerre régionale, généralisée, à mon avis, elle va être très destructrice parce qu'il va y avoir recours à des armes non conventionnelles. Vous savez, les guerres identitaires et les guerres, particulièrement les guerres religieuses dans les guerres identitaires, sont sans pitié. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Nous sommes dans une région où il y a énormément de conflits identitaires et ils sont presque tous animés, colorés par une dimension religieuse. Et l'histoire a démontré que les guerres religieuses sont les pires de toutes les guerres que les humains ont déclarées. Elles sont souvent sans pitié et c'est des guerres d'existence, c'est-à-dire ou vous ou moi. Pour terminer notre entretien aujourd'hui, professeur Raboudi, est-ce qu'il y a, je dirais, des perdants ou bien un perdant dans ce conflit armé et direct entre l'Iran et Israël? Par exemple, depuis le 13 avril dernier, on parle beaucoup plus d'Israël et d'Iran, de ce conflit direct entre ces deux pays, alors qu'on dénombre quotidiennement des milliers de morts à Gaza. C'est une très belle question. Et vous savez, deux éléments de réponse. Si nous allons regarder la situation de manière rationnelle et bien évidemment au-dessus de tous nos sentiments et de toutes nos orientations idéologico-politiques, au Moyen-Orient, tout le monde est toujours perdant. Tout le monde est perdant. Bien. Si nous regardons la situation et on essaie de répondre à cette question-là de manière, on va dire, plutôt idéologico-politique, les gagnants, c'est les radicaux, dans tous les bords. Les gagnants, c'est les fanatiques, de tous les côtés. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il n'y a que les fanatiques qui cherchent l'anéantissement de l'autre. Il n'y a que les fanatiques qui cherchent une guerre généralisée. Et malheureusement, les fanatiques sont très présents dans les conflits au Moyen-Orient et les modérés sont marginalisés. Aujourd'hui, oublions le monde arabe et le monde musulman pour quelques minutes. Aujourd'hui, en Israël, il y a des gens là qui sont pour les droits des Palestiniens. Il y a des gens qui défendent les droits des Palestiniens. Il y a des gens qui condamnent les politiques d'apartheid et de colonisation israélienne. Et ils sont complètement marginalisés. Personne ne les soutient. Et à mon avis, c'est une des plus grandes erreurs des chancelleries occidentales. C'est le fait d'avoir abandonné ces gens-là. Parce qu'en réalité, la solution, elle va venir d'eux. La guerre n'est pas une solution.
La guerre n'est pas une solution parce que tout le monde est capable de détruire tout le monde au Moyen-Orient actuellement. Donc, si une guerre généralisée va se déclencher, tout le monde va se casser la gueule. C'est aussi simple que cela. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, cette édition de Caméra Mosaïque qui était consacrée à l'actualité assez inquiétante au Moyen-Orient après la riposte armée le 13 avril dernier de l'Iran contre Israël. Notre invité était Dr Nouman Raboudi, qui est professeur au département d'études politiques à l'Université d'Ottawa au Canada. Nous émettons à partir de nos studios ici à Randolph, dans l'État du Massachusetts. Cette émission est diffusée dans 16 villes sur des chaînes publiques. Merci d'avoir choisi Caméra Mosaïque. Je vous retrouve la semaine prochaine. Maladie sida continue à faire ravage. Il a déjà tué 40,4 millions de monde dans le monde entier. Mais, avec progrès la science, maladie ça en bas code jodi. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en décembre 2022, il y a 39 millions de monde qui vivent avec sida. Les maladies a été fait commencer, c'était une sentence pour la mort. Jodi sida c'est une maladie chronique, tant que diabète et tension, parce que il y a un remède pour contrôler sida. Médicaments pour sida diminuent quantité virus et niveau activité virus à gagner dans commune. Si test HIV ou positif, ça pas veut dire ou gen sida, mais ça veut dire ou en route pour développer maladie sida. Si vous prenez un remède régulièrement, le virus devient indétectable et puis il devient intransmissible. En anglais, on dit undetectable equal untransmissible. Ça veut dire you equal you. En créole, il fait indétectable égale intransmissible. So nous-mêmes, nous disons 1 égale 1. Remède a diminué le risque que vous gagnez pour développer maladie sida. Vous pas qu'à détecter gène dans le sang. Ça veut dire ou pas qu'à passer gène dans l'autre monde. Haïtiens, mes frères, vous de l'autre, on nous bloque sida.